Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, même si j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Évidemment, ce soir, on va se reparler, une fois n'est pas coutume, avec Marion Sigaud de ce programme d'éducation à la sexualité, entre autres. On va un petit peu définir les contours, les origines de tout ça. Vous le savez peut-être ou pas, parce que beaucoup ne sont pas informés. Le 6 février 2025 dernier, le Conseil de l'éducation, donc le Conseil supérieur de l'éducation, a approuvé le programme relatif du coup à l'éducation à la sexualité, le projet EVARS. Et on va s'en parler avec Marion Sigaud. Merci infiniment, Marion, d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis toujours contente. Je suis toujours contente de vous rencontrer. Merci. C'est votre combat, le combat d'une vie. On se l'est dit aussi au téléphone. Hein, vous me l'aviez dit la première fois aussi. Du coup, vous êtes conférencière, auteure, historienne aussi. Et vous avez fait un gros travail et vous continuez de le faire pour dénoncer justement tout ça. Vous aviez entamé aussi ce combat et continué ce combat souhaité avec votre amie Judith Reisman, du coup, qui a fait un gros travail aussi à ce niveau-là. Oh oui, elle a découvert le poteau rose, c'est-à-dire c'est grâce à Judith Reisman qu'on sait que toute cette affaire est une imposture depuis le début. Elle est morte malheureusement il y a 4 ans maintenant. Elle est morte avant d'avoir pu réussir le combat qui était le combat de sa vie, qui consistait à faire enquêter sur l'Institut Kinsey, qu'une enquête internationale soit faite sur l'Institut Kinsey, qui est à l'origine de tous ces cours d'éducation à la sexualité. Donc, c'était son combat. Elle a découvert la vérité, je vais vous en parler, et elle voulait absolument que une enquête internationale soit diligentée pour aller savoir ce qui se passe dans cet Institut Kinsey, qui est à l'origine de tous ces cours d'éducation à la sexualité. L'éducation sexuelle d'ailleurs, hein, c'est devenu à la sexualité parce que c'est beaucoup moins hypocrite que ça ne l'était au début. On n'a pas éduqué à la sexualité, ça n'est pas l'affaire de l'État, ça n'est pas l'affaire d'aucune instance internationale, c'est un abus, c'est un crime, Moi, je me suis pas trop intéressée, alors d'abord parce que je n'ai pas d'enfants et a fortiori en âge scolaire, parce que j'ai passé l'âge, donc je suis beaucoup moins concernée que beaucoup de personnes sur le contenu de ces cours, mais de toute façon, je m'y intéresse de très loin parce que je sais que dans le principe, c'est le principe qu'il faut absolument dénoncer. C'est le principe de l'éducation à la sexualité à l'école qu'il faut combattre, quel que soit le contenu, J'ai vraiment tourné le problème dans tous les sens. Ça fait 30 ans que je suis sur le sujet, donc voilà, je pense que je suis un petit peu habilitée, non pas, je suis pas experte, hein, c'est pas le souci, mais disons que j'ai écouté absolument tous les arguments et je me suis fait une idée maintenant qui est assez arrêtée. Il faut arrêter tout ça. Il faut que le sexe retourne là où il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire dans le secret des couples et des familles. Le sexe n'a pas à être mis sur la place publique. Et savoir si on va prendre ce programme-là ou un autre, pour moi, ce sont des questions en trop. On n'a pas à faire ça à l'école. Parce que voilà, enfin bon, on va développer si vous voulez. Mais ma position, c'est celle-ci. Donc, je ne vais pas me battre pour un programme à la place d'un autre. C'est supprimer tous ces programmes. Supprimer tous ces programmes. Qui que ce soit qui les fasse d'ailleurs. Oui, parce alors il y a beaucoup de choses qui sont perverses. Effectivement, vous l'avez dit, là, de l'éducation sexuelle, c'est passé pour faire un petit peu mieux à l'éducation à la sexualité et à la vie affective et relationnelle. Hein, toujours des beaux mots, des beaux emballages. Derrière, on voit aussi qu'il y a beaucoup de lobbying, puisque ceux qui interviennent dans les écoles, alors je précise, et ça c'est important aussi, parce que beaucoup de parents qui sont quand même au courant de ces fameux cours d'éducation à la sexualité pensent que ce n'est que dans les écoles, hein, et se battent déjà pour dénoncer tout ça. Parce que c'est partout. Ce n'est pas que dans les écoles, et effectivement, dans les textes de loi, ce qui est prévu, c'est toute personne accueillant et recevant, accompagnant des jeunes enfants, des adolescents, etc. Donc, ça peut être le centre social du coin, ça peut être le centre aéré, les établissements aussi, les clubs de sport. Donc, les bibliothèques aussi. Les bibliothèques pour enfants. Il paraît que la bibliothèque est le lieu de tous les dangers maintenant. Vous lâchez votre gosse au rayon gamin, au rayon enfant, il revient avec des... je veux dire, c'est effroyable, voilà, tout le monde, enfin, tout le monde, je dis pas que tout le monde trouve ça bien, en tout cas, personne ne moufte puisque c'est la loi, c'est ce qu'on nous a imposé, c'est une monstruosité, les enfants, les jeunes sont cernés par le sexe qui ne les regarde pas.
qui ne les regarde pas. On n'a pas à sexualiser les enfants, quel que soit l'âge. Et si quand les adolescents commencent à se poser des questions, ils ont pour ça des parents ou éventuellement des instances, pourquoi pas, il n'y a pas à être contre, mais dans lesquelles ils iraient eux-mêmes librement. Alors qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas libres, ils sont assommés de sexe, assommés. Oui, c'est ça. Ils sont harcelés de sexe, harcelés. Oui. C'est vraiment le mot, ouais. Qu'on envisage, et je trouve que pourquoi pas, je n'ai rien contre, que des instances soient mises à la disposition des jeunes qui veulent parler de problèmes, pourquoi pas, s'ils ont des problèmes sexuels. C'est pas ça l'éducation à la sexualité, c'est les harceler d'images sexuellement explicites dès le plus jeune âge, et de toute façon, quel que soit l'âge. C'est un crime dans la mesure où ça s'attaque à l'enfance. L'enfance est la période de la vie qui est précisément pré-sexuelle. Alors, sexuel, on est sexué dès la conception, c'est pas dès la naissance, on est sexué dès la conception. C'est-à-dire que dès la conception, dès la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, on sera mâle ou femelle. Et puis, il n'y a pas de troisième sexe, il n'y en a que deux. Donc, il ne s'agit pas de savoir si on est sexué ou pas, mais de savoir si on a un accès possible à la sexualité. La sexualité est l'affaire des adultes, ça n'est pas l'affaire des enfants. Et l'adolescence est la période de la vie où les jeunes s'ouvrent à la sexualité. Ils ont pour ça des parents, ils ont pour ça éventuellement des associations ou des églises ou des instances religieuses, si le cœur leur en dit ou si leur famille est d'accord. Ça n'a pas à être obligatoire et ça n'a pas à venir de l'État. Et ça vient même pas de l'État, ça vient de plus haut, ça vient des instances internationales, mondiales, centralisées. C'est le nouvel ordre mondial. L'éducation à la sexualité, c'est le nouvel ordre mondial. Alors, je vais vous raconter quelque chose que j'ai déjà dit à différentes reprises, mais il est temps vraiment de le rappeler. En 1969, c'est-à-dire un an après la grande explosion en France de mai 68, en 1969 a eu lieu aux États-Unis une réunion dans une ville universitaire, une réunion qui était tenue par un professeur de médecine, je crois qu'il était pédiatre, et il réunissait tous les mois, tous les 2 mois, ses étudiants, ses anciens élèves, ses confrères, ses collègues, enfin pour une soirée à la fois intellectuelle et puis mondaine, enfin on buvait, on mangeait, voilà. Et un jour, le docteur ce médecin qui s'appelait Dr. Day, c'était le président à ce moment-là du planning familial américain, le Planned Parenthood. On y reviendra sur ce planning familial. Il a rassemblé tous ses collègues et il leur a dit, alors que c'était, je veux dire, quelque chose qui se faisait régulièrement, il leur a dit, ce soir, je vais vous parler de choses très très graves. Je vous demande de ne pas prendre de notes. Je ne veux pas que ça se retourne contre moi. En principe, je n'ai pas le droit de vous en parler, mais c'est une relation de confiance entre nous. Je dois vous expliquer ce qui est en train de se passer. Si je vous en parle maintenant, c'est parce que le plan est prêt. Je vais vous expliquer un plan qui va se dérouler. Le plan est prêt. Plus personne ne pourra nous arrêter. Il va se dérouler. C'est la raison pour laquelle je vous en parle maintenant, c'est qu'il n'y a pas de danger que quoi que ce soit l'arrête, mais je vous demande de ne pas prendre de notes pour ne pas que ça me cause préjudice parce que je ne suis pas censé vous en parler. Et il a déroulé quoi? Le plan du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire 1. Réduction drastique de la population mondiale, drastique. Le but, c'est la dépopulation. Il dit le plan est prêt et il est prêt au sommet, c'est-à-dire dans toutes les instances internationales, au plus haut sommet des instances internationales, les gens qui sont là pour faire appliquer ce plan sont en place. Le plan va se dérouler de cette manière. Il faut dépeupler, il faut réduire drastiquement la population mondiale. On a plusieurs façons de le faire. Il a cité les maladies, le non-soin des maladies. Par exemple, il a dit le cancer pourrait être très facilement soigné. Il n'en est pas question. Il faut que les gens continuent de mourir du cancer. Il faut que les gens continuent de mourir de tout un tas de maladies qu'on pourrait soigner très très bien, mais il faut éliminer le surplus de population par ces maladies. Il a cité les vaccins, c'est-à-dire les injections mortelles ou mortifères d'un certain nombre de maladies. Il a cité également une nouvelle vision de la sexualité. Alors, ils ont dit que ces gens qui se préparent à ce nouvel ordre mondial ont pensé un temps qu'on pourrait empêcher les gens d'avoir des relations sexuelles. Et puis, ils ont très vite abandonné. Il dit l'attraction sexuelle est beaucoup trop forte. On ne pourra jamais convaincre les gens d'y renoncer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au contraire accélérer, booster l'activité sexuelle, mais en la détournant
de la reproduction. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien direct entre faire l'amour et faire des bébés. Et on y est. Alors, pour ça, il y a énormément de moyens. Alors, il y a le premier des moyens, promouvoir l'avortement, c'est-à-dire il faut que dans l'esprit des gens, grossesse égale avortement. Et il y a pour ça un truc qui s'appelle le planning familial. Alors, est-ce que vous savez que le planning familial, c'est une organisation eugéniste? La raison d'être du planning familial, c'est totalement mensonger, parce que le but du planning familial, c'est de réduire la population, alors que dans le terme planifier la famille, c'est planifier des enfants à venir. Alors que la raison d'être du planning familial, c'est l'inverse, c'est l'avortement. C'est voilà, comme énormément d'instances gouvernementales qui se disent de planification familiale et de famille ceci et de famille cela. Tout ça, c'est pour l'avortement. Donc, le docteur Day expliquait que l'avortement serait… Et alors, il disait, il faudra sexualiser les jeunes de plus en plus tôt, de telle sorte, et faire courir aux toutes jeunes filles des risques de grossesse. C'est-à-dire que quand des parents qui s'opposent pour des raisons philosophiques ou religieuses, enfin des raisons intimes graves au principe de l'avortement, quand ils auront une gamine de 14 ans qui va revenir avec le ballon, ils changeront d'avis. C'est-à-dire, ils ont organisé la corruption de la jeunesse, mais la corruption délibérée, planifiée. On va parler sexe aux jeunes de telle sorte qu'ils se mettent à coucher, et qu'à partir de là, il va y avoir des grossesses indésirées, et quand il y aura suffisamment de grossesses, la légalisation de l'avortement, ça passera crème. Et c'est ça qui s'est passé. Il y a eu un autre moyen de séparer la sexualité de la reproduction, c'est, alors bon, la contraception tous azimuts. Mais il y a aussi autre chose, c'est la promotion de l'homosexualité. Parce que s'il est une relation qui est rigoureusement infertile, c'est bien la relation entre deux hommes ou entre deux femmes. Et la promotion de l'homosexualité a été décidée en haut lieu et planifiée. Donc brusquement, on a vu les homosexuels sortir du bois, on a entendu parler d'homophobie, de lutte contre l'homophobie. C'est sorti du chapeau, planifié par ces gens-là, qui ont décidé que l'homosexualité serait de plus en plus visible, de plus en plus promue, et les hétérosexuels, c'est-à-dire l'écrasante majorité de la population, seraient systématiquement culpabilisés par rapport aux homosexuels. C'est-à-dire qu'on a inventé cette histoire d'homophobie. Alors, il y a eu d'abord un premier mensonge, mais le premier mensonge, il ne date pas de 1969, il date de 1947. C'est le 1947, oui. C'est le mensonge de Alfred Kinsey. On en reparlera si vous voulez. Mais parmi les gros mensonges d'Alfred Kinsey, il y a le plus gros, celui qui a le plus lourd de conséquences, qui a consisté à dire que 10% des gens sont homosexuels. C'est faux. C'est absolument faux, c'est 10 fois plus que la réalité. Alors, c'est non seulement il a inventé ce chiffre en bidouillant, enfin bon, peu importe, mais de toute façon, c'est un chiffre qu'il a été décidé de promouvoir comme ça, tel que. Et ce qui est terrible concernant ces faux chiffres de l'homosexualité, c'est que dans le tableau que Kinsey… Alors, on y reviendra à Kinsey si vous voulez tout à l'heure, mais dans le tableau que Kinsey a promu pour faire valider ses conclusions, il y a ce qu'on appelle le tableau de Kinsey, le tableau de Kinsey qui consiste à diviser faire une échelle qui va de 0 à 6 avec une ligne qui monte de 0 homosexualité à 100% homosexuel. Ça veut dire que sur une colonne de gauche, on est uniquement hétérosexuel. Sur la colonne de droite, à l'extrême droite, on est complètement homosexuel. Et entre les deux, on est bisexuel. Ça veut dire que d'après Kinsey, et c'est lui qui a rempli ce tableau, il l'a inventé et il l'a rempli. Il l'a rempli avec ses fantasmes. Il l'a absolument pas rempli avec des statistiques. C'est avec ses fantasmes qu'il l'a rempli. En tout cas, il l'a vendu comme ça. Mais ça veut dire, d'après Kinsey, que vous avez dans la première colonne uniquement hétérosexuel, une minorité de gens, c'est-à-dire 2 à 3%, et tout le reste
tout le reste est au moins un petit peu homosexuel, ce qui n'a absolument aucune réalité sociale, aucune, c'est totalement fantasmatique. Il y a énormément d'études qui ont été faites, enfin Judith Reisman m'en a montré un certain nombre, hein, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur le sujet. Les gens qui se sont sérieusement, qui ne sont pas militants, c'est-à-dire qui sont chercheurs dans le but de chercher la vérité et non pas de faire passer une idéologie plutôt qu'une autre, on dit l'écrasante majorité de toute population est hétérosexuelle. L'homosexualité, elle est, alors quelquefois, elle se cherche au niveau de la jeunesse, de l'adolescence, mais elle ne se fixe pas. Et les gens qui sont homosexuels, véritablement, il y a énormément d'études qui ont été faites, notamment, alors je me souviens plus une école de droit américaine s'est penchée sur le sujet pendant plusieurs années. Ils ont dit qu'il n'y a pas au-delà de 2 à 3% d'une population qui est homosexuelle, alors que Kinsey a dit 10%. 10%, c'est énorme. C'est absolument énorme. Donc le but, c'est de alors, à partir du moment où vous faites la promotion de l'homosexualité, vous faites la promotion du sexe comme une activité de loisir, et c'est plus une activité productive, c'est plus une activité, ça n'a plus rien à voir avec une famille, ça n'a plus rien à voir avec élever des enfants, ça n'a plus rien à voir avec le couple, parce que c'est extrêmement volatile, la sexualité des homosexuels, qui ne me regarde pas d'ailleurs. Moi, je veux dire, je n'en juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais enfin bon, on a bien compris quand le mariage homosexuel est arrivé, que le premier salon du mariage homosexuel a ouvert, il n'y avait personne, parce que les homosexuels n'ont jamais revendiqué de se marier. C'est pas dans leur mode de. Enfin, les homosexuels organisés n'ont jamais revendiqué de se marier. Ça a été une campagne en haut lieu, extérieure à l'organisation des homosexuels eux-mêmes, qui a consisté à faire avancer le plan de découplage de la sexualité et de la reproduction et de destruction de toutes les valeurs familiales et civilisationnelles qui sont les nôtres et qui ont fait marcher le monde jusqu'à aujourd'hui. Donc, le plan se déroule, le plan tel que le docteur Richard Day l'a annoncé, se déroule comme on le voit. Et alors, il y a des trucs absolument insensés. Ils veulent pousser à l'euthanasie, culpabiliser les vieux, faire en sorte que les vieux se sentent de plus en plus mal d'être vieux et demandent eux-mêmes à leurs enfants de les envoyer à Paperesse pour laisser la place. C'est une monstruosité. C'est une monstruosité. C'est vraiment un programme de mort et de désolation. Alors, c'est un programme qui, pour s'appliquer, doit détruire et l'enfance et la famille. Et l'enfance et la famille, c'est quand même deux notions qui vont ensemble. Hein, qui vont ensemble. Si l'enfant n'est pas protégé par ses parents, il ne sera protégé par personne. Il ne sera protégé par personne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des parents abusifs. Hein, alors moi, j'en ai connu un, hein, il s'appelait papa. Mais je revendique l'autorité paternelle. Je trouve que l'autorité paternelle, ou à tout le moins parentale, mais même paternelle, c'est une grande et belle chose. Et si j'ai eu des choses à reprocher à mon père, c'est certainement pas d'avoir eu de l'autorité sur moi. C'est d'en avoir mal usé, c'est autre chose. C'est très juste de faire le distinguo avec ça. Moi, ce qui me, alors je suis maman, hein, et c'est pour ça que ce sujet aussi me tient tant à cœur, parce que je vois au quotidien. Finalement, on en parlait au téléphone, mais c'est important. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui parlent, et aussi parce que je suis du coup je suis beaucoup se dérouler, hein, ce plan, comme vous dites aussi, depuis un moment. Et j'ai vu la transformation, en fait. C'est-à-dire que là, vous me parlez, vous, de la construction de l'homosexualité, de la promotion de l'homosexualité. Moi, je vois, en fait, au fil des années, particulièrement ces 6 dernières années, c'était devenu à la mode, justement, d'être au moins bi, voire homosexuel. Et si on était hétéro, et je l'ai vu, c'est au collège, hein, dès la rentrée en 6e que ma fille m'a partagé ça, avec les dégâts que ça a pu occasionner chez elle. C'est-à-dire qu'elle, en tant qu'hétéro, et même déjà, la question ne se posait pas. Enfin, comment ça se fait qu'en 6e, elle était complètement perdue? Il a fallu tout déconstruire, expliquer. Enfin, de quoi on parle, en fait? On est avec des gosses de 11, 12 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est une construction sociétale, de se dire, voilà, c'est un phénomène de mode, avec l'introduction, en plus du planning familial, etc., qui existait déjà, du lobby LGBT, je ne sais même plus toutes les initiales qu'il y a. XYZ. Comme vous l'avez dit aussi, avec ce terme, hein, homophobe, si jamais
on ose dire quelque chose ou partager une autre opinion sur justement l'homosexualité ou le transgenrisme et où, hein, je crois que c'était aux États-Unis, je crois qu'ils étaient arrivés jusqu'à 34 genres ou un truc comme ça. Enfin, c'est du délire. On raconterait ça à quelqu'un même dans quelques années, mais c'est de la folie en fait. On vit dans un, comme dirait Salim Laibi, dans un asile psychiatrique assez ouvert, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors en plus, bon, moi j'ai discuté récemment avec un psychologue sur un plateau sur géopolitique profonde, pour ne pas le nommer, un psychologue tout à fait sympathique, qui me disait mais la sexualité des jeunes, ils n'ont pas à avoir une sexualité. Je suis désolée. Les jeunes, vous me dites à 11 ans, la fille elle hésite. Non mais attendez, à 11 ans, tu fais tes devoirs, tu ranges ta chambre. Tu fais tes devoirs, tu ranges ta chambre, tu vas pas coucher avec les petits copains. C'est de la corruption de mineurs. Pourquoi je dis ça? Je dis pas que c'est pas bien de faire l'amour, je dis que c'est pas l'âge. Comment voulez-vous que des gosses qui sont sans arrêt excités, sexuellement excités par tout le système pensent à autre chose qu'à satisfaire leur excitation? Je veux dire, les gosses sont là pour se former, pour apprendre. On est obligé de les brimer de ce côté-là pour qu'ils puissent avancer. Bon sang, il y a la vie devant eux après. Il y a la vie devant eux pour passer à ça. À partir du moment où les gosses, alors le plus dramatique, c'est que ça commence au primaire et ça commence même au jardin d'enfants. Moi, j'ai lu les délires de Alfred Kinsey. Lui, il voulait commencer ça à la sortie du ventre de la mère. Hein. Bon, on a compris comment. Donc, quel que soit l'âge, et y compris à l'adolescence, on n'a pas à promouvoir la sexualité chez les jeunes. Les jeunes sont en période de formation. Ils sont là pour apprendre et se former et pas pour satisfaire les instincts qu'on leur a excités. Comment voulez-vous qu'un gosse à qui on montre des organes sexuels, alors, mais de façon brutale en plus, comment voulez-vous qu'il arrive à penser à autre chose? C'est traumatisant déjà. Vous avez déjà regardé des images, moi j'ai déjà vu ça, des enfants qui voient quelque chose, ils détournent tout de suite la tête. Oui, un enfant, spontanément, il détourne la tête. Et là, on les oblige à le regarder. Vous savez qu'on leur détruit le cerveau. Le cerveau humain n'atteint sa maturité qu'après 20 ans. Après 20 ans. Tout ce qu'on met dans le cerveau des jeunes jusqu'à cet âge-là, et quelquefois même jusqu'à 25 ans, ça ne peut pas les pousser à des décisions, comment dirais-je, à des décisions sages, parce qu'ils n'ont pas encore la maturité pour faire la synthèse de tout ce qu'ils entendent. Vous voyez? C'est-à-dire que le cerveau des jeunes, pendant toute cette période de formation, doit être protégé par tout ce qui est trop violent, trop brutal, trop, vous savez, la musique trop forte, les images trop violentes, les bruits stridents, et les images de sexe, ça fait partie de ce dont il faut les protéger. Vous savez, moi, quand j'étais petite, je me souviens, j'allais au cinéma avec maman, parce que maman était très, voilà, elle animait des ciné-clubs, enfin, elle était très, très cinéphile. Et je me souviens, un jour, j'étais au cinéma avec elle, et c'était un film où il y avait des scènes de guerre. Alors bon, j'étais pas censée voir des films de guerre, mais enfin bon, au milieu d'un film qu'elle avait accepté que j'aille voir, il y avait une scène de guerre. Elle a tout de suite fait ça. Mais spontanément. Et j'ai pas vu ce qu'elle a, et je la remercie. J'avais pas envie. Moi, quand j'étais petite, s'il m'était donné de voir une image atroce, mais j'en pleurais, j'en dormais pas, c'est traumatisant. Et maintenant, on les traumatise, mais de force. Oui, je peux vous confirmer parce que j'ai ma petite, donc elles ont 5 ans d'écart, j'en ai une donc là qui vient d'avoir 15 ans et l'autre 10 ans. À l'âge de 8 ans, la petite, à l'école, et je redénonce et je le redis, l'association Pacte, j'avais fait des vidéos là-dessus aussi, est intervenue à l'école sans mon consentement, sans avoir prévenu les parents, etc. Alors que j'avais bien posé les jalons avec la directrice, l'enseignante, etc. Enfin, voilà. Rien n'a été fait de leur côté. Ils sont quand même intervenus et elle m'a dit, maman, tu sais, en fait, j'ai appris ce que papa et toi faites dans une chambre à coucher, en fait. Et elle me dit comme ça, elle m'a dit, hein, je suis dégoûtée. J'aurais préféré ne pas savoir. On en a discuté avec mes amis. Ce sont ces mots. Hein. On en a discuté avec mes amis. Elles m'ont dit la même chose. Elle en a fait des cauchemars, la gosse, pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est obligatoire, et c'est obligatoire. On vous oblige à traumatiser vos gosses. Vous savez, ce délire, je pense que ça va bientôt s'arrêter. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de vague en retour là qui est en train de monter. Mais quand on vous parle de transgenrisme, qu'est-ce que c'est que le transgenrisme? Ça consiste à pousser les parents à accepter qu'on castre leurs enfants, qu'on les mutile.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un transgenre? C'est quelqu'un qui s'est fait retirer les organes sexuels. Ça s'appelle une castration. Ouais. Ça s'appelle une castration. Ouais. On a vu les dégâts, hein, parce que déjà dans les pays où ils avaient fait ça, on a vu que les jeunes regrettaient. Effectivement, on a des images. J'avais fait une émission avec les docteurs Delépine, et on a des images de ces opérations. C'est une vraie boucherie. Et effectivement, c'est un point de non-retour en plus. C'est des hormones à vie. Et du coup, là, je sais même plus comment on dit quand on essaie de se détransformer. Je sais même plus le terme. Détransition, je sais plus. Ben, c'est impossible en fait. On ne peut plus revenir en arrière, et ça a des dégâts mais gigantesques, et on nous fait croire qu'en fait des enfants très jeunes, et c'est remboursé par la sécurité sociale, c'est absolument pris en charge. On nous fait croire que des enfants, donc dès l'âge de même la maternelle, ça commence, mais on va dire même 6 ans, parce que là c'est bien ancré dès la primaire, pourraient être mal dans leur corps dès l'âge de 6 ans, au point de vouloir changer de sexe. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils savent de l'autre sexe? Qu'est-ce qu'un enfant sait? Je veux dire, un petit garçon qui veut être une fille, qu'est-ce qu'il sait que ce que ça veut dire être une fille? Qu'est-ce qu'il en sait? C'est parce que ces enfants ont été conditionnés. Ils ont été conditionnés. On les harcèle avec ça. C'est du harcèlement, c'est de la maltraitance. Il y a vraiment un crime absolument insensé qui est en cours depuis maintenant des années, où on sexualise les enfants et où on les rend fous. On les rend fous, on leur fait perdre leur repère. S'il y a une chose qui est certaine, c'est le sexe qu'on a reçu à la naissance. Ça, c'est absolument certain. Et on ne l'a pas reçu à la naissance, on l'a reçu à la conception. On l'a reçu à la conception. C'est-à-dire que dès l'instant où l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, le sexe est déterminé et il changera jamais. Alors c'est vraiment, vous savez, ce sont des apprentis sorciers qui font ça. C'est une forme d'ailleurs de sorcellerie. Hein. C'est de la négation de Dieu, c'est la négation de la création, c'est la négation de tout ce qui est beau pour le transformer, pour détruire. Ces gens-là ne savent que détruire, déconstruire d'ailleurs. Ils sont toujours fiers de dire qu'ils aiment bien déconstruire. Déconstruire, c'est le contraire de construire. Construire, c'est beau. Déconstruire, arrêtez votre chat. Allez déconstruire votre vie et fichez la paix à celle des autres. Donc, allez harceler les enfants pour leur expliquer qu'ils pourraient changer de sexe et ensuite leur prétendre que les parents n'ont pas le droit de s'y opposer. Les parents n'ont plus le droit de s'opposer à ce qu'on castre leurs enfants. Vous vous rendez compte? Castrer, c'est quoi? Oui, c'est ça. Hein? Alors on dit il faut lutter contre les mutilations sexuelles. Bah, on lutte contre ou on les promeut? Faudrait savoir. Oui, tout à fait. Faudrait savoir. C'est très juste. Je voudrais justement aussi vous parler, enfin vous le savez bien sûr Marion, mais c'est juste aussi l'occasion de revenir sur Alfred Kinsey, pardon, j'ai fait la confusion parce qu'on les retrouve partout, le lapsus. Alfred Kinsey justement sur ses travaux et comment il a conçu et mis à, comment dire, en exercice ses idéologies et sa folie. Hein. Quand on montre des images justement dans les écoles, hein, ces cours d'éducation à la sexualité, les images qui sont montrées, ce sont des pénis et vulves de femmes et non pas d'enfants en plus. Donc moi, il y a quelque chose quand même derrière aussi. Est-ce que c'est pas aussi au fond pour légitimer la pédophilie et la pédocriminalité? Bien sûr. De toute façon, les recherches de Kinsey ont été menées, toutes les recherches de Kinsey qui ont mené à cette promotion mondiale de l'éducation à la sexualité dans les écoles, ça fait partie, c'est le plan. Les conclusions de Kinsey, c'est le sexe à l'école tout de suite maintenant, voilà. Les conclusions ont été tirées sur des expériences menées par des pédophiles. Et les pédophiles sont tous en embuscade derrière Kinsey et derrière les lobbies homosexuels. C'est-à-dire que quand le lobby homosexuel s'est constitué, le lobby pédophile s'est mis juste derrière. Ils sont juste derrière en disant « Coucou, c'est nous hein ». Et il y a un film que je recommande qui s'appelle Le syndrome Kinsey. C'est un film très long dont il existe une version raccourcie où on voit la belle Judith Reisman brandissant le poing contre tous ces salauds là. Je recommande. Alors il y a le syndrome Kinsey et le Kinsey's Pedophiles de Tim Tate. Voilà. Donc ça, ce sont des films qu'il faut voir et qui expliquent bien comment ça s'est fait. Alors l'affaire Kinsey, c'est quoi? Kinsey, il est approché par des gens qui veulent
promouvoir ce plan dont je vous parle. Le plan, il a été révélé en 1969, parce qu'en 1969, il était fin prêt. En 1947, il était dans les cartons encore. Voilà. Donc, Kinsey était universitaire, il était spécialiste, il était entomologiste, donc il n'avait rien à voir avec la sexualité humaine. Il a rencontré un certain nombre de gens qui lui ont parlé du plan, et il a dit, d'accord, moi je veux bien m'y coller, je vais faire des groupes de préparation au mariage pour les jeunes qui se posent des questions sur ci, sur là, et il a lancé son truc. Alors lancer son truc, ça consiste à quoi? Ça consiste à prétendre qu'on va faire une recherche scientifique sur la sexualité humaine. À partir du moment où c'est scientifique, ça va pouvoir être découplé de la morale. C'est-à-dire que la sexualité, toutes les affaires relevant de la sexualité jusqu'à Kinsey, ça relevait de l'intimité des couples et de la morale publique ou de la morale familiale, la décence publique, la morale religieuse, enfin tout ça, ça relève. Lui, il dit non, tout ça c'est des vieilles lunes, il existe une science du sexe et la science du sexe c'est moi. Et il a fait des recherches prétendument scientifiques. Elles n'ont de scientifique que le nom, c'est une imposture, il n'y a pas de recherche scientifique sur la sexualité. Ce que Kinsey appelle des résultats scientifiques, c'est les statistiques qu'il a sorties des interrogatoires, des interrogatoires qu'il a fait de milliers de personnes. Et il a de ces interrogatoires, il a sorti des tableaux, de ces tableaux des statistiques. Et ces statistiques, c'est la science de la sexualité depuis Kinsey. C'est une imposture totale. Parce que d'abord, les gens spontanément ne répondent pas à toutes les questions qu'on leur donne comme ça. Et c'est des questions extrêmement intrusives. Ils leur posent des questions mais absolument dégueulasses. Mais en me posant des questions comme ça, je sacrerai la porte. Avec une façon, d'écouter la façon qu'ils ont de poser les questions, de telle sorte que les gens puissent pas s'échapper. Au lieu de leur demander alors, excusez-moi, hein, c'est des questions dégueulasses, mais bon, je vais le dire quand même. Au lieu de leur demander est-ce que vous avez déjà eu une relation sexuelle avec un animal, ils posent la question quand avez-vous couché avec un animal la dernière fois? De telle sorte que et tout est comme ça, tout est à l'avenant. Alors, ce que les gens qui ont témoigné, qui ont travaillé avec Kinsey, qui ont témoigné après, ont dit. Ils ont réussi à faire craquer de cette manière-là des gens, quand, pour la dernière fois, à partir du moment où on avait mis le doigt sur le fait qu'ils avaient fait quelque chose dont ils n'étaient pas fiers, on les voyait rougir et hop, ils étaient ferrés. À partir du moment où ils étaient ferrés, on les tenait. Et après, voilà. Et tout ça, c'était monté sur fiche avec des référents. Tous les gens qui voulaient travailler avec Alfred Kinsey devaient lui faire lui écrire leur histoire sexuelle, leur biographie sexuelle, c'est-à-dire lui livrer tous leurs secrets les plus intimes, c'est dégueulasse. Et une fois que les gens, alors, s'ils voulaient travailler avec Kinsey, c'était ça qu'il fallait faire. S'ils voulaient pas, ils travaillaient pas, donc l'affaire était réglée. Donc, tous ceux qui ont travaillé avec lui, ils sont passés par là, et ils étaient tous tenus, parce que Kinsey tenait tous leurs secrets d'alcôve. Tu préfères comme ci, tu préfères comme ça, tu préfères devant, tu préfères derrière, tu préfères etc., avec du sucre, avec de la confiture, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il a tenu comme ça tout son personnel, et il tenait les gens par le chantage. Et alors, toutes ces enquêtes qu'il a faites, tous ces interrogatoires qu'il a menés auprès de populations prétendument lambda, ont consisté, à partir de toutes ces réponses, à faire des statistiques et à donner un tableau prétendument authentique de la sexualité des Américains. Alors, tant d'Américains, tant de personnes ont déjà avorté, tant de personnes ont tel fantasme, tant de personnes, etc. Tout ça, c'est faux, parce que ce que je vous disais, spontanément, les gens ne répondent pas à des questions intrusives comme ça. Donc, pour trouver des gens qui sont prêts à répondre à des questions intrusives comme ça, il faut des volontaires. À partir du moment où vous avez des volontaires qui sont d'accord pour raconter leurs histoires de cul, comment voulez-vous que ça donne une image de la population américaine qui précisément à cette époque-là est encore extrêmement pudibonde. C'est même pas pudique, c'est pudibonde. L'Amérique est pudibonde. Hein. La pudeur, c'est une chose, la pudibonderie, c'en est une deuxième. L'Amérique de cette époque-là, elle était pudibonde. Maintenant, les couples heureux existaient, les familles heureuses existaient, les gens amoureux existaient, et Dieu sait. Mais ce que je veux dire, c'est que sur certains sujets, on peut dire que l'Amérique était particulièrement beaucoup plus pudibonde qu'on ne l'était en Europe. Très certainement, très certainement. Et ils ont basculé d'un extrême à l'autre, Donc, tous les prétendus résultats
scientifiques sont en fait des bidouillages, des bidonnages. C'est totalement bidonné. Quand il raconte qu'il est allé interviewer des hommes pour parler de l'homosexualité, comme la plupart des hommes quand même, c'était en 1940, tous ces interrogatoires, c'était pendant les années 40. Alors il a sorti son rapport en 47, mais les interrogatoires, il les avait pendant les années 40. Bah, les hommes valides, ils étaient en Europe, hein, ils étaient à la guerre. Donc pour trouver des hommes à la fois volontaires et en âge, et bon, bah, il est allé les chercher dans les prisons. Alors pour parler sexualité dans une prison, racontez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que des prisonniers qui on voit les biais. Voilà. Les biais utilisés et les dégâts après que ça a fait. Ouais. Voilà. Donc, le rapport Kinsey est absolument mensonger. Mais alors, le plus grave du rapport Kinsey, c'est ça qu'a découvert Judith Reisman, c'est que il y a dans son rapport sur les hommes, alors il y en a également un sur les femmes, mais c'est surtout le rapport sur les hommes que j'ai vu et revu, parce que Judith nous l'a montré et décortiqué dans tous les sens. C'est un rapport qui fait état de 317 nourrissons sur un tableau, mais on sait qu'il y en a eu plus de 2000 en tout, hein, si on repasse ce qu'il a dit par ailleurs, etc. C'est 2000 enfants qui ont servi de cobayes. Ces enfants sont considérés comme ayant des orgasmes à partir, ils les prennent à partir de 3 mois jusqu'à 12-13 ans. Et on compte le nombre d'orgasmes et la durée de leurs orgasmes en 24 heures. Et Judith, elle raconte, elle a dit je ne sais combien de fois, mais c'est absolument exemplaire, il faut absolument comprendre ce qui s'est passé. Ce livre a été vendu à des millions d'exemplaires, et elle, un jour, elle regarde ce tableau, elle dit mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a devant mes yeux? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de 4 ans qui a eu 26 orgasmes en 24 heures? Il a dormi entre quelle heure et quelle heure? Comment a-t-il eu des orgasmes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle dit, mais c'est effroyable, c'est effroyable. On nous montre des enfants qui vraisemblablement ont été violés. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces orgasmes? Il n'y a qu'à tourner les pages, ils le mettent dedans. Les orgasmes, c'était, alors observé j'y viens, je vous raconterai tout de suite après, mais les orgasmes, c'était les hurlements, les évanouissements, les syncopes, les hoquets, les convulsions. Des enfants qui essayaient de fuir et qui hurlaient de douleur, et c'était considéré comme orgasme. Eh bien, toute l'éducation à la sexualité qu'on nous vend provient de ce malade. Ça provient de ce rapport. C'est à partir de ces tableaux, à partir de ces viols, et je vais vous en expliquer maintenant le détail parce que j'ai étudié ça récemment, c'est à partir de ces viols que Kinsey a conclu que les enfants étaient sexuels dès la naissance et que de ce fait, ils avaient droit à une éducation à la sexualité dès des plus petites classes. Donc, il n'y a pas d'autre source. J'ai bien regardé, j'ai bien fouillé, j'ai bien cherché partout. Si vous trouvez une autre source que celle de Kinsey, vous me le dites, mais tout est parti de lui. Et on n'a jamais pu obtenir qu'une enquête soit menée sur l'Institut Kinsey et parce qu'il y a des archives. Hein. Il y a des archives. Alors, il y a eu des gens qui ont essayé d'approcher l'Institut Kinsey en demandant accès aux archives, et le directeur qui s'appelait, c'est pas Pomeroy, c'est pas Wardell Pomeroy, c'est Paul Gebhardt, qui a remplacé Alfred Kinsey à la tête de l'Institut, a dit il y a effectivement des députés qui commencent à frapper à la porte et qui voudraient qu'on rouvre nos archives. Nous les prévenons que grâce à l'informatique, tout est prêt. Si jamais il y a un danger, on appuie sur un bouton et tout saute, il n'y a plus rien. Toutes leurs archives seront totalement neutralisées. Donc pour l'instant, elles sont là et elles sont bien gardées et personne n'a le droit d'aller regarder. Personne n'a le droit. Et ils sont prêts à appuyer sur un bouton pour tout détruire. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Je vais vous expliquer ce qu'ils ont à cacher. Parce que comment ont été faites ces expériences? Kinsey s'est fait connaître dans le milieu universitaire comme enquêtant sur ceci, cela. Il y avait des gens qui lui écrivaient. Et il y a un jour, il y a un gars qui lui écrit et qui lui dit voilà, moi j'ai des expériences avec les enfants, et Kinsey lui dit ah ben ça m'intéresse. Est-ce que vous savez utiliser un chronomètre? Voilà, comme ça, elle lui dit voilà, le gars il est pédophile, et Kinsey lui dit ah ben c'est très bien, vous allez pouvoir nous renseigner. Kinsey, qu'est-ce qu'il voulait? Quelqu'un couche avec quelqu'un, prenez un chronomètre et puis prenez un papier, un crayon et racontez-nous. C'est ça la science. Alors, le gars en question, il s'appelait Rex King. Il était arpenteur géomètre dans le fin fond du sud-ouest des États-Unis, c'est-à-dire à l'autre bout. Kinsey, il était de l'autre côté. Il a pris la bagnole, il a traversé tous les États-Unis. Il est allé rencontrer le gars. Il lui a dit racontez-moi. Oh, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et le gars, il a violé
sur commande de Kinsey, qui lui a expliqué comment chronométrer. Bon, il s'est servi d'un chronomètre, le gars, il est géomètre expert, il n'est pas tombé de la dernière pluie, mais pour lui expliquer quoi observer et comment. Et le gars, pendant des années, il a écrit à Kinsey ses résultats. Et c'est ça qu'on trouve dans le dossier. Ce gars est un pédophile qui a violé, on a dit, à peu près 8000 enfants. Et comme il circulait beaucoup. Il était en voiture tout le temps. Il passait d'une, vous savez, il était, comment, non, c'est pas géomètre, c'est ça, géomètre arpenteur. Il faisait des relevés, donc il était en race campagne. Et il était jamais 2 fois de suite au même endroit. Donc il a violé 8000 gosses. 8000 gosses. C'était vraiment un pédophile. Alors, ouais. C'était plus qu'un pédophile parce que il paraît-il qu'il couchait avec tout ce qui bougeait. Les enfants, c'était une partie de ses exploits. Il aimait bien violer les femmes, etc., etc. Enfin bon, c'était une espèce de cinglé achevé. Et tout le tableau de la page 34, le tableau numéro 34, c'est pas la page, c'est la page je sais plus combien, mais le tableau 34 auquel Judith Reisman a fait référence comme ça pendant des années, c'est Rex King qui a violé des enfants, qu'il a trouvé, vous savez, à la campagne, sur le bord d'une route, sur le chemin de l'école, et puis il le viole, et puis après il le relâche, ni vu ni connu, ni vu ni connu, ni vu ni connu. Voilà. Donc c'est ça qui sert de base, à l'éducation, à la sexualité pour nos enfants aujourd'hui. Hein, et c'est pas parce que on va supprimer, qu'on va laisser tomber la classe maternelle et puis qu'on va passer tout de suite à la 6e que ça change quelque chose. On n'a pas à sexualiser des mômes en 6e. On n'a pas à les pousser à coucher. On a à les pousser à penser à autre chose. D'ailleurs, c'est même pas à penser à autre chose. Spontanément, ils penseront à autre chose si on sait bien les encadrer. Mais on les encadre plus, les gosses. Ça les opprime de les encadrer. Hein, non, ça les opprime. Bon, alors que éduquer des enfants, c'est quand même leur donner un cadre et leur donner les moyens de s'élever. Comment voulez-vous que des gosses s'élèvent s'ils ont des images de sexe devant les yeux tout le temps? Ils ne peuvent pas penser à autre chose. C'est addictif. La pornographie, c'est addictif. Et c'est fait pour. C'est fait pour. Et le drame de la pornographie que Judith a beaucoup étudié, elle m'a bien expliqué ça. Elle me dit le drame de la pornographie, c'est qu'à chaque fois, il faut un petit peu plus. Pour retrouver l'excitation de la fois d'avant, il faut un petit peu plus. Et on passe d'une pornographie qu'on dit douce, avec des belles images, après avec des scènes de mort, de meurtre et d'abomination. Parce que toujours plus, au bout d'un moment, et alors le sexe qui, jusqu'à Kinsey, c'était quand même une affaire d'amour et de vie. Alors il y a ceux qui font l'amour pour faire des enfants, puis il y a ceux qui font l'amour parce qu'ils sont amoureux, parce qu'ils ont envie, parce que voilà. Maintenant, c'est la mort. C'est plus la vie et l'amour, c'est la mort. La mort, la souffrance, la torture, c'est abominable. C'est abominable. Et il y a quelques années, je crois que c'était en 1996 ou 17, il y a eu une grande descente de police, ça s'appelait l'opération Ado 71, une grande descente de police chez des particuliers qui avaient des cassettes pédopornographiques, et il y a eu une descente de flics avec des centaines d'arrestations. Enfin, ça a été une grosse affaire. Et alors le président de la Ligue des droits de l'homme avait dit, mais enfin, pour des cassettes, enfin c'est incroyable. Et le procureur a dit, des cassettes, vous imaginez pas que c'était Blanche-Neige et les 7 nains, j'imagine. C'était des abominations. Et si des gens consomment des cassettes avec des abominations comme ça, c'est parce que les abominations ont eu lieu. Donc, si elles ont eu lieu et qu'il y a de la demande, elles auront de nouveaux lieux. C'est-à-dire que pour entretenir un marché pornographique de plus en plus violent, on est obligé d'avoir des victimes. Et on les trouve où, à votre avis? On les trouve où? C'est dans le public. C'est dans le public. Oui, et puis on peut aussi faire le parallèle avec tout ce qui se passe dans la protection, soi-disant, de l'enfance, hein, tout ce qui est l'aide sociale à l'enfance et tous ces drames. Personnellement, je me suis infiltrée, je suis travailleur social, dans ce genre d'institut. Honnêtement, j'ai vu des horreurs. J'ai dû y travailler 8 mois en tout et pour tout, et encore, j'étais à 25 heures par semaine. J'avais l'impression d'en faire 90. Tellement c'était dur. Et éprouvant de voir ces gosses arrachés à leur famille, des fois remis dans les mains du soi-disant prédateur qui avait justement poussé au placement. Enfin, des trucs, mais les services sociaux. Alors là, je vais parler comme historienne, pas comme enquêtrice actuelle, comme historienne, parce que j'ai vraiment étudié la chose. Je suis remontée jusqu'à la fin du Moyen-Âge.
pour comprendre ce que c'était ce que sont devenus les services sociaux. À l'origine, bon, bah, vous avez soit des braves gens qui essayent de rendre service, soit des pervers qui essayent de détourner des enfants, mais il y a un tournant historique dans les services sociaux. C'est la création de l'hôpital général en 1652, 1656, pardon, 1652 c'est la fronde, 1656. En 1656 est créé sur la pression de magistrats extrêmement rétifs à toute autorité, qu'elle vienne du roi ou qu'elle vienne de l'Église. Ce sont des magistrats qui ont élaboré un plan de renfermement, comme on disait à l'époque, renfermement avec un grand R, hein, enfin avec un R, c'est l'équivalent de mettre à l'asile. Hein, renfermer quelqu'un, c'est le mettre à l'asile. Donc l'asile, c'est le lieu dont vous ne pouvez pas sortir une fois qu'on vous y a mis. Hein. Et ces magistrats ont prétendu vouloir régler le problème de la mendicité en créant une institution dans laquelle les pauvres étaient obligés de se laisser enfermer, sans aucun recours pour sortir à partir du moment où ils étaient pris en flagrant délit de mendicité. La mendicité est devenue un délit, un crime, alors qu'avant, bon, c'était une calamité, mais c'était pas un crime, c'est devenu un crime passible des galères et surtout de l'enfermement, du renfermement à l'hôpital général. Et dans cet hôpital général ont été renfermés également des quantités d'enfants. Et j'ai étudié, alors une première année, j'ai étudié pratiquement 3 ans aux archives de l'assistance publique, j'ai essoré jusqu'à les registres d'entrée, de sortie, de décès, d'apprentissage, etc. Enfin, j'ai vraiment fait un travail absolument phénoménal et j'ai mis à jour qu'à l'hôpital général, entre 1656 et la Révolution française, puisque c'est à ce moment-là que l'hôpital général va changer de nature et passer à autre chose, l'institution consiste à séparer les enfants des parents et à toujours trouver dans une situation où les pauvres ont besoin d'aide, la situation dans laquelle ils souffriront le plus, la situation la plus mortifère. La situation la plus mortifère est toujours celle qui est choisie par rapport à une situation. Je vais vous donner un exemple, c'est absolument terrible. Vous avez des femmes, à l'hôpital général, des femmes qui s'appellent la Salpêtrière à Paris. Des femmes qui arrivent et qui sont, parce qu'elles étaient mendiantes ou elles ont été raflées dans les rues, voilà, bon. Et elles sont enceintes jusqu'aux yeux. Donc elles vont venir accoucher là. Bon, vous savez ce qu'on fait avec le bébé? On le sort de l'hôpital et on cherche une nourrice à l'extérieur. La mère, elle est là, elle a tout ce qu'il faut. On lui enlève. Et ensuite, on va chercher des nourrices trop rares ailleurs pour nourrir le bébé. Et dans l'intervalle entre le moment où on l'a sorti du ventre de sa mère et le moment où on a trouvé une nourrice, il y a une chance sur combien pour qu'il en meure? Et c'était la loi. Ils ne voulaient pas que les mères allaitent leurs propres enfants. Mais c'est pas du sadisme, c'est quoi? Alors que la solution, elle est là. Une mère donne naissance à un enfant, elle le nourrit immédiatement. Les femmes hurlaient de douleur, ça réveillait Paris la nuit, ce qu'on appelait la plainte de la Salpêtrière, c'était les hurlements de douleur des femmes enfermées à la Salpêtrière. De temps en temps, elles se mettaient à hurler tout en même temps, ça réveillait les Parisiens. Entre 3 et 4 heures du matin, la plainte de la Salpêtrière, les hurlements de douleur des femmes enfermées. Et c'était les services sociaux de l'époque. Mais non. Alors, j'ai bien entendu, parce que moi, dès que je me suis lancé là-dedans, j'ai commencé par écouter ce qu'on avait dit les autres. C'est pas les curés qui dirigeaient ça, c'était les anti-curés, c'était les juges laïcs, et qui ne voulaient surtout pas que les curés viennent voir ce qui se passait. Ça, c'est clair. Enfin, les curés, non. En l'occurrence, l'archevêque de Paris. L'archevêque de Paris, le roi, il en avait assez d'entendre tout, parce qu'il y avait sans arrêt des révoltes à la Salpêtrière, il y avait de la concussion, il y avait des tournements de fond, il y avait des violences, il y avait des plaintes sans arrêt. Un jour, le roi appelle l'archevêque de Paris en lui disant « Monseigneur, vous allez les siéger à l'hôpital général, vous allez y mettre de l'ordre. » Monseigneur de Beaumont a dit « Je ne faites pas ça. C'est un ordre. C'est un ordre. » Allez-y. L'archevêque, il n'a pas mis les pieds à l'hôpital général que tout le Parlement s'est mis en grève. En grève. Dehors, l'archevêque. Qu'est-ce qu'ils avaient à cacher? Moi, je suis allé voir ce qu'ils avaient à cacher. Un trafic d'enfants insensé, insensé. J'ai relevé des milliers de noms de petits-enfants qui rentrent. Ils ont une mère quelque part, parce que ce n'est pas des orphelins, ce sont des enfants pauvres. Ils ont une mère quelque part, ils ont un père quelque part, ils en sont séparés. On les fait rentrer à l'hôpital général et on les fait ressortir pour l'inconnu et ils disparaissent. Ils vont où? Ils vont où? Et dans le même temps, vous avez
à Paris une certaine littérature qu'on appelle libertine, et puis on aime bien le siècle du libertinage. Vous savez, les petites nanas poudrées dont on voit les fonds de culotte là, quand les scarpolettes montent là, c'est mignon. Non, c'est pas mignon, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le siècle du libertinage, c'est le siècle du sadisme et du sexe avec les enfants. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et moi, j'ai lu des textes, absolument dégueulasses, absolument abominables. C'est ça le libertinage du siècle. C'est primordial ce que vous dites, Marion. Je vous remercie pour tout ça, même si c'est difficile à entendre à chaque fois. Pourtant, j'ai écouté toutes vos émissions déjà, et à chaque fois, là, en plus, vous m'en apprenez plus que j'avais déjà écouté. Et c'est toujours difficile. Pour autant, je pense que c'est vraiment d'utilité publique. Et je vous l'avais dit au téléphone, et je le pense encore, et je le redis. Vous êtes la meilleure personne, il me semble, pour en parler. Vraiment, mais vraiment, vous avez cette force et cette conviction et ces recherches aussi que vous avez fait. Vous êtes plus que légitime, du coup, à parler de ce sujet-là. Je voudrais dire quelque chose. Alors j'en profite, hein, c'était pas prévu comme ça, mais j'en profite. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Marche Rouge, qui raconte ça précisément, hein, qui raconte ma découverte de ce que c'était que l'hôpital général et de ce que c'était que ce fameux ancêtre des services sociaux. Puis un livre dans lequel j'explique bien ce que c'est devenu après. Après, c'est devenu l'assistance publique. Hein. C'est devenu l'assistance publique, et l'assistance publique, c'est l'ancêtre de l'ASE. Il y a pas de rupture, hein, il y a pas de rupture. Donc, j'ai appelé ce livre La Marche Rouge. Pourquoi? Parce qu'en 1750, il y a eu une révolte des parents, une révolte sanglante. Je l'ai appelé La Marche Rouge parce qu'en 1996, en Belgique, il y a eu une marche blanche à propos de l'affaire Dutroux. Les parents se sont révoltés, ils ont fait une énorme manifestation avec des ballons blancs, des foulards blancs, tout en blanc pour le blanc de l'innocence des enfants. Et j'ai appelé La Marche Rouge la révolte des parents de 1750 parce qu'elle ne s'est pas faite avec du blanc, elle s'est faite avec du sang. Il y a eu des morts, il y a eu des enleveurs d'enfants qui ont été massacrés par la foule. Et j'ai appelé cette révolte qui a duré. Les émeutes ont duré depuis septembre-octobre 1749 jusqu'à fin mai 1750. Mais il y a une semaine, véritablement, la dernière semaine de mai, c'est une furie. Une émeute par jour, avec le guet n'en pouvait plus. Enfin, Paris était en état d'insurrection. J'ai appelé ça la Marche Rouge. Donc, en mémoire de ses parents belges. Et ce livre est sorti 2 fois déjà, il est en train de sortir une 3e fois. C'est important que vous le disiez. Voilà. Et du coup, je le mettrai aussi dans les commentaires. Et, donc, ce livre va incessamment ressortir dans une nouvelle collection qui va s'appeler Réhistoire pour tous. Ça sera ma collection à moi. C'est une collection que j'ouvre chez Book Édition. Et La Marche Rouge, c'est le premier. Il y en a 2 ou 3 qui sont dont celui que je suis en train d'écrire. Enfin, je suis encore en train d'écrire un livre en ce moment. Donc, je vais reprendre tous mes titres et les faire reparaître sous la bannière Réhistoire pour tous. Et le premier titre sera La Marche Rouge. Donc, il va incessamment être remis en vente. Je ferai une toute petite vidéo très courte de présentation. Et ensuite, je le mettrai sur les réseaux sociaux en vous demandant d'avoir la gentillesse de relayer. Parce que c'est un livre qu'on me demande beaucoup, et puis voilà, où est-ce qu'on peut l'avoir? Ça va être en un clic. Alors, soit chez moi, on peut toujours l'acheter chez moi, mais c'est aussi bien de passer directement par Book Édition. De toute façon, mes droits d'auteur me reviendront. Donc, ça va, je pense, sous quinzaine, peut-être même avant. D'accord. Ah oui, c'est proche alors. Ok, mais bien sûr, je pourrais peut-être même faire la sortie au moment de la sortie de la. Je peux vous envoyer la couverture, je peux vous envoyer le. Volontiers. Bien volontiers, je partagerai avec plaisir. On retire ça ce petit aparté là, on le retire du. Ok, bon, on retire la vidéo, ok. D'accord, ok. Non, enfin, je veux dire, j'annonce le bouquin, mais je veux dire tout ce petit aparté technique. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, je voulais vous poser une question aussi, parce que on entend, je le disais en introduction aussi, ce qui est très pervers, c'est toujours des bons mots et pour le bien-être de tout le monde, pour le vivre ensemble, etc. qu'on fait ça, évidemment. Il n'y a pas de toute cette éducation à la vie affective et sexuelle. C'est pour le bien de la communauté. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre finalement à ces personnes, et même des enfants, des ados qui disent, mais quand même, comme moi, ma fille, un jour m'a dit, la grande, maman, peut-être que c'est bien quand même qu'il soit fait ça, parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas parler chez eux, qui ne peuvent pas… Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cet argument-là c'est bien finalement qu'on le fasse à l'école, parce qu'il y a des parents qui le disent aussi, parce que, en gros, moi, je me sens incapable de le faire, ou d'autres foyers ne peuvent pas le faire.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas, alors, émanant des parents qui auraient contrôle, pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas des instances de conseil sous la surveillance et sous la responsabilité des parents pour répondre à ces questions-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça n'a pas à être fait. D'abord, ça n'a pas à être obligatoire et ça n'a pas à être fait de la part de gens dont vous ne maîtrisez absolument pas ce qu'ils viennent faire là. Ouais. Vous savez, attendez, laisser des gens qui promeuvent le transgenrisme de venir donner des cours à vos gosses. Non, mais attendez, c'est pas bien. Non, mais ça va pas. En plus de ça, affiché. Hein. Non, mais on n'a pas à faire ça, on n'a pas à le rendre obligatoire. Si les enfants veulent poser des questions, il est tout à fait légitime de leur proposer des instances de gens qui peuvent leur répondre. Si tant est que ce soit volontaire de la part des enfants et sous la protection, sous la direction, sous la surveillance des familles. Ouais. C'est aux parents. On est en train de… Vous vous rendez compte, un père n'a plus le droit de protéger son enfant. Les enfants, maintenant, ils ont des droits sexuels. Vous savez ce que c'est que le droit sexuel? C'est la pire des aberrations, ça. Yeah. C'est une inventation du planning familial, ça, les droits sexuels. On a le droit de jouir. Non, mais attendez, le droit n'a rien à voir avec ça. Remballez votre droit. Quel droit? Attendez. Yeah. Les droits sexuels, c'est la sexualisation forcée des enfants. C'est la barbarie, c'est la fin de toute décence, c'est la fin de toute retenue, c'est la barbarie, c'est la barbarie. Vous savez, les instincts, on est là pour les maîtriser. Je ne dis pas les réprimer, les maîtriser, se maîtriser. Ouais. Est-ce qu'il y a plus beau que se maîtriser? Attendez, un homme amoureux, il viole la femme qu'il désire? Attendez, il la viole ou il la conquiert? Mais oui. Hein? Et on le voit d'ailleurs, les conséquences. S'il a le droit, il la viole. Et s'il a du respect, il la conquiert. Oui, tout à fait. Donc, et les conséquences chez les enfants, en fait, rapidement, dans les cours d'école, on a eu des témoignages de parents qui ont été soit du coup victimes d'eux, dans les cours d'école suite à justement ces cours-là. Les enfants violent les enfants. Voilà, soit effectivement. Comme résultat. Et du coup, on imagine justement parce que l'objectif qu'ils défendent, en tout cas, un des objectifs, c'est soi-disant le vivre ensemble et favoriser la bienveillance et l'empathie. C'est ce fameux mot entre les enfants. Finalement, ça provoque tout l'inverse. Et on imagine cette société où justement il n'y a plus de retenue. Chacun se saute les uns sur les autres et finalement, je réponds à mes instincts primaires et primitifs. Et on imagine ce que ça peut devenir en fait, cette société-là. Mais c'est pas ce que ça peut devenir, c'est ce que c'est en train de devenir. Puisqu'il y a de plus en plus d'enfants qui violent des enfants. Vous savez peut-être, si de toute façon tout le monde ne le sait pas, donc c'est même si vous le savez, je peux le dire. Judith, comment Judith Reisman s'est-elle lancée dans ce combat? C'est parce qu'elle a appris, elle avait 32-33 ans, elle a appris que sa fille aînée, qui s'appelait Jenny, qui avait 11 ans, qui dépérissait. Un jour, elle lui a demandé ce qu'elle avait. La petite, elle chouignait, elle était jamais contente, elle était pas bien, elle dépérissait. Et sa mère lui a fait avouer qu'elle était violée par le voisin du dessus, qui avait 13 ans, elle en avait 11. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le résultat de la sexualisation des enfants. À partir du moment où vous avez un gamin de 13 ans qui est excité, alors il y avait son père qui avait toute la collection de Playboy sur la table de nuit et le gosse y avait accès. Et Playboy, c'est plein, ça Judith Reisman l'a largement démontré. La version, en tout cas la version américaine de Playboy, je ne suis pas allé voir, mais Judith n'a étudié que la version américaine. C'était plein d'images sexuellement explicites sur les enfants, sur les petites filles. Plein, de plus en plus. Et le gamin, il s'est dit, bon, puisque papa le fait, moi je vais le faire, et puis la voisine du dessus, elle est bien mignonne. Eh bien, elle n'a pas passé 23 ans, la petite Jenny. Elle est morte à 23 ans. Mais le combat de Judith a commencé, elle n'a pas attendu que sa fille meure, le combat de Judith a commencé dès qu'elle a compris ce qui s'est passé. Elle a cessé alors elle gagnait très très bien sa vie, elle était chanteuse pour enfants dans une émission de télévision, c'était extraordinaire, elle était tout à fait prospère, elle avait un mari qu'elle adorait, elle avait 4 beaux enfants, tout allait pour elle, elle faisait un métier délicieux, elle écrivait des chansons et elle les chantait pour les enfants dans une émission très 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 populaire qui s'appelait Captain Kangourou. Donc la vie lui souriait, elle avait tout. Mais le ciel lui est tombé sur la tête. Elle a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit? Elle a commencé à étudier, puis après, elle a repris ses études, elle a passé un doctorat en communication et elle a lutté jusqu'à son dernier souffle. C'est un combat de 40 ans.
40 ans de lutte, peut-être un petit peu moins, 35 ans je pense, 35 ans de combat où elle s'est fait mais traîner dans la boue, insulter. On lui a opposé 3 enquêtes au Congrès, 3 enquêtes parlementaires hostiles. Oh là 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 là. Elle était absolument admirable et d'une gentillesse. Elle était mignonne, elle était gentille, c'était vraiment une personne tout à fait merveilleuse. Et tout son travail a consisté, chaque fois qu'elle ressentait quelque chose, à enquêter et à ne donner d'informations que si c'était sourcé, ressourcé, recoupé. Enfin, c'est très, très, très sérieux le travail de Judith Reisman. Vous savez, j'ai accès à ses archives, hein. Donc, je retrouve des tas de documents avec la version de 2011, la version de 2015, etc. Je peux comparer tous les liens qu'elle donne, on peut les ouvrir, c'est très, très, très sérieux. Les travaux de Judith Reisman, c'est très, très, très sérieux. Et le livre que je suis en train d'écrire là, c'est sur elle. c'est sur elle et son combat. Enfin, c'est son combat, c'est sur elle et notre combat, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais justement de cette émission que j'allais refaire avec vous, puisqu'on nous en avait déjà fait une, et à une personne qui n'a pas d'enfant, justement, et je lui dis, bah, même des personnes qui n'ont pas d'enfant, elle m'a dit, mais je t'arrête tout de suite, Lise, en fait, ça nous concerne tous. Mais bien sûr. C'est l'humanité, effectivement, qui est en jeu, là. Mais bien sûr, c'est là de plus profond et de plus, parce qu'aujourd'hui, et on les voit déjà, les dégâts. Moi, je vois sur mes filles, enfin, ma grande particulièrement, pourquoi je ferais des enfants, finalement, c'est ce qu'elle me dit, hein, dans cet avenir, dans ce monde-là complètement fou, on ne sait pas ce qu'on va devenir, etc. Donc tout ça a bien fonctionné quand même. Après la lobotomie sur justement l'homosexualité, la bisexualité, être homophobe, et là, elle prend conscience quand même parce que c'est tellement trop, et c'est pour ça aussi, à trop en faire, c'est contre-productif et ils se sont tiré une balle dans le pied aussi quelque part parce qu'on n'ouvre pas même la télé ou Netflix ou un truc, une émission. C'est partout, en fait, c'est trop. À chaque fois, il faut forcément l'homosexuel, il faut le trans. Et en fait, c'est les cerveaux, mais même ceux des enfants, sont à saturation de tous ces... Absolument. Et le cerveau des enfants n'étant pas terminé, on les mutile. C'est effrayant ce qu'on leur fait. On leur fait des blessures qui ne se refermeront jamais. On leur fait des blessures qui resteront. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et il faut absolument. Et alors, il faut vraiment être clair là-dessus. Il n'a jamais été question d'interdire le sexe, mais de le remettre à sa place. C'est-à-dire pas dans la sphère publique. Il faut que le sexe retourne là d'où il n'aurait jamais dû sortir, c'est dans l'intimité. On n'a pas à interdire. Alors, il paraît, moi j'ai appris quand même, hein, parce que j'ai fréquenté pas mal des Américains autour de Judith, qu'avant Kinsey, les lois répressives aux États-Unis étaient tellement répressives que ça nous fait rigoler. Il y a Tim Tate, qui est un cinéaste qui a fait ce magnifique film sur Kinsey's Pedophile, il raconte qu'il y avait un État aux États-Unis où il était... où d'après la loi, il était interdit de rire pendant les rapports sexuels. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Alors, les mecs, ils inventent des lois comme ça, en plus de ça, ils font comment pour les faire appliquer? Vous vous rendez compte? Alors, c'était une intrusion inverse. C'était l'intrusion inverse. Donc, ils sont passés, c'est un peu les Américains, hein, bon, on les aime quand même, mais ils sont quand même passés d'un extrême à l'autre. Mais il est de fait que chez nous, le sexe n'a jamais été sur la place publique comme il est maintenant. Et il n'a pas à l'être. Ouais. Avant, tout ce qui relevait de la sexualité, c'est ce qui regardait les familles. Mais on parlait famille, on ne parlait pas sexe. On n'avait pas regardé ce qui se passait dans l'alcôve. Et puis on n'a pas à le regarder. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui couche avec qui, mais ça ne me regarde pas. Moi non plus, personnellement. Moi, je détourne le regard. Moi, un jour, il y a un gros... j'irai pas au bout, je vais rester poli, qui m'a envoyé pour me faire rigoler. Enfin, je discutais avec lui, on avait des échanges assez sympas par Internet, des échanges intellectuellement assez stimulants. Puis un jour, il a voulu me faire rigoler, il m'a montré une image complètement indécente mais j'ai dit, mais attendez, mais ça m'intéresse pas, ça. Il me dit, je voulais pas vous choquer. Je dis, c'est trop tard. Il m'avait choqué. Je lui dis, je n'ai absolument aucune envie de voyeurisme. Ouais. Il m'avait montré une toute petite image où on voyait 2 gens qui faisaient l'amour et qui se faisaient surprendre.
C'est-à-dire que c'était vraiment le truc voyeur. Je me suis dit, mais ça m'intéresse pas. J'ai détourné le regard, j'aime pas voir ça. J'aime pas voir ça. Ça ne m'intéresse pas. Alors, ça veut dire que j'aime pas ça? Alors, c'est ça aussi, parce que finalement, voilà. Alors, en plus d'être homophobe, du coup, on n'aime pas ça, on est trop prude, on est trop à l'ancienne, il faut avancer avec son temps. Enfin, on entend des discours. Non, moi, je veux pas avancer avec mon temps, moi. La normalité, finalement, c'est ça aujourd'hui, il faut qu'on l'accepte, en fait. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La normalité, c'est que d'abord, si c'était seulement bien, il n'y aurait pas besoin de le rendre obligatoire. Oui. C'est rendu obligatoire parce que c'est de la coercition. C'est de la coercition. Si on se préoccupait vraiment aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant, on enlèverait aussi tout ce qui est pornographie justement accessible, toutes ces non seulement images, ces sites internet hyper accessibles, ces réseaux sociaux. Mais ça serait facile comme tout de supprimer la pornographie, mais ça serait bête comme chou. Regardez, le Twitter a réussi à censurer l'ancien président devenu le nouveau, mais pendant plusieurs années, attendez, on peut censurer un président et on peut pas supprimer les contenus pornographiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sait très bien que c'est exprès. On sait très bien que c'est exprès. Le jour où on veut arrêter toute pornographie, on l'arrête. On l'arrête. En plus, la pornographie, alors c'est Judith qui m'a expliqué ça parce qu'elle l'a vraiment étudié de près. Elle m'a dit c'est un monde d'une tristesse. C'est un monde d'une tristesse. C'est effrayant. Alors, il y a eu des filles qui ont prétendu qu'on pouvait en vivre et que c'était bien, mais j'ai vu tout un reportage, je crois que ça avait été fait sur je ne sais plus quelle chaîne. J'ai vu tout un reportage qui montrait des filles qui s'étaient lancées dans la pornographie en jouant les nanas libérées et tout. Elle dit maintenant on peut plus parce que c'est devenu tellement dégueulasse, tellement violent, tellement sadique. On n'a plus rien à voir avec ça. On n'a plus rien à voir avec ça. Et maintenant, avant le porno, les gens, ils payaient pour voir du porno. Maintenant, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est quasiment obligatoire. Même si vous ne voulez pas vous envoyer. Enfin, moi, je suis assez bien protégée. Hein. J'ai jamais de porno qui m'arrive sur les écrans parce que simplement, j'en ai jamais ouvert. Donc, je suis pas assez bête. Non seulement ça m'intéresse pas, mais je suis pas assez bête. Je sais très bien qu'après, on est pisté. Donc, faut surtout pas regarder du porno sur Internet. C'est la dernière chose à faire. C'est la dernière chose à faire. Voilà. Alors je dirais des bêtises parce que j'ai plus en tête les chiffres, mais c'est énorme en fait le taux, le pourcentage d'enfants qui, dès l'âge de 9 ans, ont déjà vu forcément au moins une image pornographique. Absolument. C'est vrai. Alors, je connais pas la statistique non plus, mais c'est effroyable. C'est effroyable. Et la masturbation commence, paraît-il, il y a des enfants accros à la masturbation sur du porno, hein, puisque c'est le but, effectivement à partir de l'âge de 9 ans. Ouais. Puis ça montre une image vraiment du sexe, de la sexualité, mais vraiment complètement dégueulasse et dégénérée. Dégueulasse. Dégueulasse, violente, et de plus en plus violente, de plus en plus sadique. Et alors, il y a un mot qui n'existe nulle part dans tous ces trucs, c'est le mot amour. Le quoi? Ça n'est nulle part. Ça n'est nulle part. Le sexe est devenu une activité hygiénique à laquelle on a droit. Et c'est une activité de loisir hygiénique pour laquelle il faut tout essayer. Et Kinsey, lui, il disait qu'il faut tout essayer, y compris avec les animaux. Mais on en voit, hein, quand on voit des vidéos, j'ai déjà vu des choses comme ça. Il y a particulièrement qui est passé, je crois, qui est passé sur TikTok, enfin ce réseau de dégénérés là. Je connais pas. Non, mais pardon, mais enfin, un homme qui tient en laisse son chien et qui dit qu'il est en couple avec son chien. Et même le chien, on voit, en fait, on a l'impression qu'il nous demande de l'aide, en fait. Voilà, il regarde la caméra et c'est juste. J'ai même pas de mots, en fait, à part dégénérer, je sais pas quoi dire de plus. Et encore une fois, on pousse à fond pour faire rentrer tout ça dans la norme et que finalement ce soit nous qui dénonçons, qui soyons fous, en fait, nous, qui sommes fous, en fait. On est arrivé, mais bon, voilà, comme vous disiez, peut-être qu'on est arrivé justement à la goutte de trop là. J'ai l'impression, moi, si mes informations sont exactes, je crois que parmi les premiers décrets qui ont été pris par Donald Trump là, le 21 janvier, il y a que 2 sexes et il n'y en a pas 3.
Et même pire que ça, parce qu'ils en avaient, je vous le dis, même plus que 30, je crois, genre, c'était allé dans des trucs, ouais, effectivement, il a bien dit, ouais, j'ai vérifié l'information, ouais. Et c'est, voilà, donc, et alors, il va arrêter toutes les folies transgenristes, parce que le transgenrisme, c'est une abomination, c'est vraiment une abomination. D'abord, ça rend les gens fous, hein. Comment voulez-vous rentrer dans la tête de quelqu'un et lui faire rentrer autre chose? Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. En plus, c'est une aliénation pour tout l'entourage, parce qu'on va culpabiliser les gens. Si vous avez décidé qu'on doit vous appeler madame et que vous continuez d'appeler quelqu'un monsieur, c'est vous allez vous trouver sous le coup de la loi. Non, c'est bon, là, on arrête là. Mais je pense effectivement que la vague est arrivée à son sommet et qu'elle est en train de redescendre. J'ai l'impression que c'est quand même ça qui est en train de se passer. Mais j'ai cette impression depuis longtemps. Le problème est que le changement arrive à la vitesse d'un paquebot qui veut faire demi-tour. Si vous avez un paquebot lancé en pleine vitesse et que vous décidez de lui faire demi-tour, ça va pas se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour retourner cette machine, parce qu'il faut la retourner la machine, cette éducation à la sexualité, il faut retourner les choses. Il faut que l'enfance revienne à son innocence et à sa pureté, qu'on libère les enfants de toutes ces pressions et que je vous dis qu'on les aide s'il y a besoin. Mais là, on peut très bien créer des instances à la fois familiales et sous contrôle familial et sous contrôle local. Il ne faut pas que ça vienne d'en haut, il ne faut pas que ça vienne de loin, il ne faut pas que ça vienne de l'étranger. Il faut que toutes ces choses-là soient faites sous la surveillance de la population. Il faut faire revenir le sexe dans le domaine de l'amour, et de la vie. Oui, et ça ne s'exhibe pas. Ça ne s'exhibe pas. Ça relève de l'intime. Ça relève de l'intime. Vous savez, je conclue toujours comme ça. Le sexe, c'est l'intime, le couple et le sacré. Merci beaucoup, Marion. Merci encore. Merci, et j'espère qu'on refera d'autres émissions bientôt. Pourquoi pas. Merci infiniment. Au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir, Marion. Merci. Au revoir.